Après m'être séparé d'elle à cause d'une infidélité, mon ex-femme, qui était policière, a commencé à me harceler. Mais quand elle a essayé de me piéger avec de fausses preuves, j'ai contre-attaqué avec les enregistrements de ma caméra. Au début, je pensais que c'était juste de la paranoïa. Trop de coïncidences, tu vois? Des voitures qui me suivaient, des comportements bizarres, et ce petit sourire qu'elle avait, que je connaissais trop bien. Mais le jour où j'ai vu ce qu'elle sortait de sa poche, j'ai compris que les règles du jeu avaient changé. Et c'est là que j'ai décidé que je n'allais plus seulement me défendre. J'allais reprendre le contrôle. Mon ex-femme, Carolina, était policière, plus précisément, elle travaillait à la police routière. Avant le mariage, quand on était encore juste en couple, j'avais déjà compris à quoi ressemblait la vie avec quelqu'un qui, en théorie, avait choisi de protéger les autres. Carolina avait des horaires imprévisibles. Même les jours de repos, elle disait souvent devoir partir en urgence. On ne vivait pas dans une grande ville, mais malgré ça, il semblait y avoir une quantité incroyable d'accidents, de vols, et de situations qui surgissaient de nulle part. Je pensais savoir dans quoi je m'étais embarqué. Après notre mariage, c'est devenu notre routine. Ceux qui vivent avec quelqu'un dans un métier à risque comprendront sûrement encore mieux que moi. Parfois, Carolina recevait un appel en pleine nuit et courait hors de la maison. Parfois, c'était un braquage à une station-service, parfois un carambolage, ou encore un véhicule abandonné. Des milliers de raisons, selon elle, pour devoir intervenir. Je faisais de mon mieux pour ne pas trop m'inquiéter, mais je dois avouer que certaines nuits, j'attendais un appel ou au moins un message de sa part. Heureusement, on n'a jamais vécu de situation vraiment extrême, pas de fusillade, pas de poursuite ou en tout cas rien dont elle m'ait parlé. Alors, après 4 ans de mariage, quand elle disait devoir partir en urgence, même à 36 ans, je la croyais. C'était normal. Ça avait toujours été comme ça. Et probablement que tout aurait continué comme avant pendant encore longtemps, s'il n'y avait pas eu ce fameux jour. Ce jour où la vérité m'est tombée dessus par pur hasard. C'était un samedi. On était tous les deux à la maison, en train de se reposer. Moi, je lavais la voiture dans le garage, et elle se détendait à l'intérieur. Soudain, elle est sortie précipitamment, avec un sac dans les mains contenant son uniforme, et elle m'a dit qu'on l'avait appelée du commissariat, qu'il y avait une urgence, qu'elle devait partir immédiatement. La scène m'était familière. Je l'avais vue des dizaines de fois. Elle m'a lancé un bisou en l'air depuis la voiture, a claqué la porte et est partie. Ce qui devait être un déjeuner tranquille s'est transformé en repas solitaire. Je suis resté environ 1 heure dans le garage, à frotter de vieilles taches sur le capot. Ensuite, je suis rentré pour voir ce que je pouvais préparer à manger. Et là, j'ai entendu un bruit étrange, une sonnerie de téléphone. Le truc bizarre, c'est que j'avais mon portable dans la poche et je me souvenais très bien que Carolina était partie avec le sien à la main. Alors, d'où venait cette sonnerie? Je suis allé dans son bureau et j'ai ouvert la porte. Sur le bureau, en train de sonner, il y avait son téléphone de service. Un modèle différent de celui qu'elle utilise personnellement. Ça a tout de suite attiré mon attention. Dans la précipitation, elle avait emporté son téléphone personnel, mais laissé le pro à la maison. Je suis resté un moment figé, sans savoir si je devais répondre, mais comme ça continuait à sonner, j'ai fini par décrocher. Je me suis dit que c'était peut-être elle, appelant d'un autre numéro pour savoir où elle avait laissé le téléphone. Une femme a répondu. Elle m'a demandé qui j'étais. J'ai dit que j'étais le mari de Carolina. Elle a demandé à lui parler. Je lui ai expliqué que Carolina était partie il y avait plus d'1 heure. La femme a fait une pause. Puis elle a répondu quelque chose comme « Bon, si elle n'est pas là, je vais appeler quelqu'un d'autre. » Avant qu'elle raccroche, sur un coup de tête, je lui ai demandé s'il s'agissait d'une urgence. Elle m'a répondu d'un ton sec, presque automatique, rien de grave. Il fallait juste remplacer quelqu'un pour un imprévu, mais si Carolina n'était pas dispo, ce n'était pas un problème. Et elle a raccroché. Je suis resté là, debout, le téléphone à la main. Quelque chose ne collait pas. Au ton de sa voix, à sa façon de parler, j'étais sûr que c'était la chef du poste. Et si c'était vraiment elle, alors Carolina n'avait pas été appelée par elle plus tôt. Ce qui voulait dire que personne ne lui avait demandé d'aller au commissariat. Alors, elle est partie où, bon sang? Le doute s'est transformé en poids dans ma poitrine. Je suis allé directement à son bureau. Dans un des tiroirs, il y avait son arme et son insigne.
Je suis monté en courant vérifier dans l'armoire. L'uniforme était là, impeccable, repassé et suspendu. Rien de ce qu'elle emporte normalement en patrouille n'avait disparu. Tout était exactement à sa place. Alors pourquoi elle est partie si vite? Et elle est allée où? Cette question a ouvert une porte dans ma tête que je n'ai plus pu refermer. Combien de fois avait-elle déjà fait ça? Combien, d'urgence, était en réalité autre chose? Tout à coup, tous les souvenirs me sont revenus, les fois où elle sortait la nuit, les messages restés sans réponse parce qu'elle était soi-disant en intervention, les retours à la maison bien plus tard que prévu. Je suis retourné dans son bureau, j'ai allumé son ordinateur et j'ai commencé à fouiller, emails, documents, dossiers. Rien d'étrange, rien d'incriminant. Le téléphone pro était verrouillé. Je n'avais jamais eu besoin d'y toucher, donc je ne connaissais pas le code. Je n'ai rien pu consulter d'utile, mais le mal était déjà fait. Je ne lui faisais plus confiance. Et si? Et si elle me trompait, elle allait le payer. Et si je me trompais, au moins j'aurais la conscience tranquille. Mais je n'allais pas rester là sans rien faire. C'était un sujet qu'on avait abordé avant le mariage. À cause d'une mauvaise expérience que j'avais eue, on avait été très clair, s'il y avait une infidélité, le mariage s'arrêterait là. D'ailleurs, on avait signé un contrat prénuptial qui disait exactement ça. Donc si elle mentait, tout ce qu'elle dirait ensuite serait remis en question. Je devais agir avec prudence et surtout, je devais obtenir des preuves. Carolina est rentrée tard dans la nuit. Elle ne m'a pas donné beaucoup d'explications, juste qu'au commissariat, rien ne se résolvait sans elle. Elle a pris une douche rapide et, avant de se coucher, m'a lancé qu'elle avait déjà mangé quelque chose. Elle s'est écroulée dans le lit et, à moitié endormie, m'a demandé qu'on la laisse dormir en paix le dimanche, parce qu'elle était épuisée. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement observée. Je m'étais promis de ne jamais l'accuser sans preuve, mais je n'arrivais déjà plus à la regarder comme avant. Le lendemain matin, je suis resté attentif à tout. Elle avait l'air calme. Elle parlait peu, mais elle n'était ni nerveuse ni mal à l'aise. Pourtant, maintenant que je la regardais autrement, je remarquais des détails qui ne m'auraient jamais interpellé auparavant, comment elle transportait son téléphone partout, comment elle rangeait son sac de travail dans le bureau, comment elle ajustait ses vêtements comme si elle se préparait à sortir. Je n'ai rien dit. Je lui ai laissé de l'espace. Je suis retourné dans le garage et, cette fois, je suis resté attentif à ce qui se passait à l'intérieur de la maison et je n'ai pas été déçu. Au bout d'un moment, elle est sortie de nouveau. Elle m'a croisé dans la cour et, avec ce ton pressé et faux que je ne pouvais plus ignorer, elle a dit qu'il y avait apparemment eu un accident et qu'on avait besoin d'elle. Cette fois, elle portait un maquillage discret, mais visible. Elle semblait bien plus détendue que lors de toutes les autres soi-disant urgences. Elle est montée dans la voiture, s'est regardée attentivement dans le rétro, s'est recoiffée, et est partie. Dès qu'elle a disparu au bout de la rue, je suis monté dans ma voiture. J'ai commencé à la suivre aussi discrètement que possible. Je me sentais ridicule. Tout le trajet, je me répétais que c'était absurde, qu'elle allait s'en rendre compte, que j'étais en train de devenir parano. Mais elle n'a rien remarqué. Je suis resté à bonne distance, assez près pour ne pas la perdre, mais assez loin pour ne pas éveiller de soupçons. Elle n'a pas pris la route du commissariat. Elle a conduit pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter devant une maison que je connaissais très bien, celle de Gomez, un de ses collègues. On y avait déjà assisté à des soirées, des anniversaires, des dîners avec d'autres agents. Un mec discret, divorcé, peu bavard. Carolina est descendue de voiture avec une aisance totale, a traversé le portail et est entrée dans la maison avec sa propre clé. Je suis resté figé. Je ne me suis pas approché tout de suite. J'ai pris quelques photos avec mon téléphone, même si je savais que ça, en soi, ne prouverait pas grand-chose. Après une demi-heure à attendre dans la voiture, sans aucun mouvement dehors, j'ai décidé de m'approcher. Je me sentais idiot, mais je ne pouvais pas repartir les mains vides. Je me suis approché des fenêtres. Il n'y avait personne dans le salon, mais posé au sol, au pied du canapé, il y avait le gilet de Carolina. J'ai contourné la maison prudemment, en m'assurant que personne ne me voyait. Je suis arrivé près d'une fenêtre entr'ouverte près de la chambre. Les sons étaient sans équivoque, des gémissements, le grincement du matelas, le lit qui cognait contre le mur. Je n'avais besoin de rien d'autre. J'ai pris mon téléphone, activé la caméra et filmé discrètement. En regardant l'enregistrement dans la voiture, aucun doute possible,
j'avais capturé ce qu'on peut appeler une preuve explicite. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai appelé un vieil ami, quelqu'un avec qui je n'avais pas parlé depuis un moment mais qui avait toujours été là dans les moments importants. Je suis allé directement chez lui et je lui ai tout montré. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie. Le divorce a été un processus compliqué. Carolina a crié, s'est faite passer pour la victime, m'a insulté, et a même tenté de dire que mes enregistrements étaient illégaux, que je l'avais espionné comme un fou paranoïaque. Mais ni ses cris, ni ses larmes n'ont pu effacer l'essentiel, elle avait violé l'accord qu'on avait signé avant le mariage. Un accord que nous avions tous les deux accepté, sur la base de nos expériences passées. Grâce à ça, elle n'a rien pu réclamer, ni une part de mes biens, ni la moindre compensation. Je suis sorti de là sans rien perdre. On peut dire que j'ai gagné, si on oublie le petit détail que ma femme me trompait avec un collègue de travail. Je pensais que tout serait terminé après ça. Que chacun suivrait sa route. Elle avait détruit notre mariage, assumé les conséquences légales, et moi, je continuerais ma vie, la tête haute. Mais Carolina n'avait pas l'intention de laisser les choses ainsi, et je l'ai compris très vite. À peine une semaine après la signature du divorce, je rentrais chez moi après le travail. Il était déjà tard, vers 9 heures du soir. Je roulais tranquillement sur l'avenue principale de la ville quand j'ai vu les gyrophares d'une voiture de police s'allumer derrière moi. Je pensais qu'ils allaient me dépasser, mais non. On m'a demandé de me ranger sur le côté. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, sans comprendre ce qui se passait. Je ne roulais pas trop vite, je n'avais rien fait de mal, mais j'ai quand même immobilisé la voiture. Quand j'ai vu la porte de la voiture de police s'ouvrir et Carolina en descendre, tout mon corps s'est tendu instantanément. Elle avait cette expression que je connaissais par cœur, froide, avec un demi-sourire qui n'en était pas vraiment un. Elle s'est approchée lentement, a fait le tour de la voiture sans dire un mot. Puis elle a frappé à la vitre. J'ai baissé la fenêtre. La première chose qu'elle a dite, sans cacher le venin dans sa voix, c'était « Tiens, le rat rentre à son trou. » Je n'ai rien répondu. « Les papiers » a-t-elle dit sèchement. « Allez, Carolina. Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» C'est là qu'elle a porté la main à son arme. Elle ne l'a pas sortie, mais le geste était clair, un avertissement. Son regard a changé. « Ne me force pas à répéter. Donne-moi tes papiers et ton permis. » Je n'avais pas le choix. Je lui ai tout tendu. Elle s'est éloignée un peu, les documents à la main. Elle a recommencé à faire le tour du véhicule, comme si elle cherchait un problème. Puis elle s'est arrêtée devant le capot, a croisé les bras et s'est mise à regarder le ciel. Elle est restée là plusieurs minutes. Ensuite, elle a vérifié mon permis, me l'a rendu très lentement et a dit « Je vais garder un œil très attentif sur tout ce que tu fais. Que ce soit bien clair. » Sans rien ajouter, elle est retournée dans sa voiture et est partie. Je suis resté là, figé au volant. Je ne savais pas si je devais éclater de rire ou fracasser le volant d'un coup de poing. Techniquement, elle avait respecté les règles. Elle ne m'avait pas agressé, elle ne m'avait pas insulté directement, mais il était évident qu'il n'y avait aucune raison valable pour m'arrêter. Elle l'avait fait juste pour me provoquer, pour m'intimider, pour me montrer que, même si elle n'était plus ma femme, elle pouvait encore faire de ma vie un enfer. Après cette première intervention, j'ai tout raconté à mon ami. Il m'a écouté calmement, puis m'a donné le meilleur conseil que j'aurais pu recevoir. Installe une caméra dans ta voiture. Le lendemain, je suis allé dans un magasin d'électronique. J'ai choisi une dashcam capable d'enregistrer à la fois la route et l'intérieur du véhicule. Le vendeur, un de ces gars qui semble avoir tout vu, m'a aidé à l'installer immédiatement. Pendant qu'on la fixait, il a commencé à me raconter quelques anecdotes. Il disait que ces caméras étaient extrêmement utiles, surtout pour éviter les ennuis avec des gens rancuniers. Ça marche aussi pour piéger les voisins chiants, a-t-il plaisanté à moitié. Je parle d'expérience. J'ai juste souri, sans entrer dans les détails. J'ai dit que mon souci n'était pas avec un voisin, mais avec une policière qui semblait avoir un problème personnel avec moi. Quand il a entendu ça, son expression a changé complètement. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Vous pensez qu'elle pourrait vraiment essayer de vous nuire ?» Il avait dit ça avec un ton étrange, comme quelqu'un qui a déjà entendu des histoires similaires. Je n'ai pas eu de mal à expliquer les grandes lignes, que c'était mon ex-femme, qu'on s'était séparés en mauvais termes, et qu'après le divorce, elle m'avait arrêté sans raison valable.
L'homme n'a rien demandé de plus. Il est simplement allé à l'arrière du magasin et est revenu avec une autre boîte. Une caméra plus petite. Il me l'a tendue et m'a dit: mettez ça dans le coffre. Croyez-moi, si vous avez des soucis avec une flic rancunière, ça peut vous sauver la vie. Parfois, ceux qui portent l'uniforme sont plus dangereux que ceux qu'ils sont censés arrêter. Je l'ai remercié pour le conseil et j'ai payé sans discuter. Une fois tout installé, j'ai configuré les appareils pour que les vidéos soient enregistrées automatiquement sur une carte sécurisée et aussi envoyées dans le cloud. Je ne savais pas exactement ce que j'espérais capturer, mais au moins, je me sentais un peu plus en sécurité. Les semaines suivantes se sont découlées sans contact direct, mais pas sans signe de harcèlement. À plusieurs reprises, j'ai vu des voitures de police garées devant chez moi pendant de longues minutes, sans raison apparente. Je suis presque certain que c'était elles, à l'intérieur, attendant que je sorte juste pour m'ennuyer. Une autre fois, on m'a coupé la route à une intersection. En regardant dans la voiture, j'ai clairement vu Carolina sur le siège passager. Gomez, son collègue et amant, était au volant. Ça n'a duré qu'un instant. Ils m'ont dépassé sans détourner le regard. En 2 semaines, je crois avoir vu Carolina plus souvent qu'à l'époque où on était encore mariés. Tout a basculé un vendredi après-midi. J'étais allé rendre visite à ma mère, qui vivait dans un quartier plus isolé de la ville. Le chemin du retour passait par une route peu fréquentée, bordée d'arbres, sans aucun éclairage. C'est là que j'ai vu les gyrophares de la voiture de police s'allumer derrière moi. Et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai ralenti et je me suis arrêté. 1000 pensées ont traversé mon esprit. Je n'avais rien fait d'illégal. Ma voiture était en règle. Je ne transportais rien de suspect. Et pourtant, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Quand ils sont sortis de la voiture de patrouille, j'ai vu que c'était elle. Carolina marchait devant, Gomez restait derrière. Elle s'est approchée de ma fenêtre avec un sourire forcé. On a reçu une dénonciation concernant un véhicule suspect sur cette route, a-t-elle dit. Son ton était bien trop léger pour quelqu'un censé suivre un protocole. C'est illégal, ai-je répondu. Vous n'avez pas de mandat. Vous n'avez aucune raison valable de m'arrêter comme ça. Aussitôt, son expression a changé. Sans détourner les yeux de l'intérieur de la voiture, elle a lâché. Si tu ne coopères pas gentiment, on va devoir t'embarquer pour résistance à l'autorité. C'est ce que tu veux? Je n'avais pas le choix. Je lui ai donné mes papiers. Elle les a pris, mais sans même les regarder. À la place, elle a commencé à faire le tour de la voiture. Puis elle m'a demandé d'ouvrir le coffre. Je l'ai fait via mon téléphone. J'ai ouvert rapidement l'application de la caméra cachée dans le coffre. La vidéo a mis quelques secondes à charger, mais dès qu'elle est apparue, j'ai vu très clairement, Carolina a ouvert la poche de sa chemise, en a sorti un petit paquet et l'a placé dans un coin du coffre. Ensuite, comme si de rien n'était, elle a reculé de quelques pas et a crié. Gomez, viens voir ça. La suite a été chaotique. En hurlant, ils m'ont ordonné de sortir du véhicule. Ils m'ont plaqué contre le capot, menotté, et accusé de possession de substances illégales. Ils n'ont jamais précisé ce que c'était, mais répété que j'étais dans de beaux draps. Carolina me disait, avec ce sourire cruel, que ça allait me coûter plusieurs années. Gomez, lui, ne disait rien, qu'il se contentait de claquer la langue, en me regardant avec mépris. Je me suis tu. Je les ai laissés faire leur théâtre. Je n'ai pas réagi, je n'ai même pas mentionné la caméra. J'ai attendu mon moment. Au commissariat, j'ai eu droit à un appel. J'ai appelé mon avocat et tout raconté, sans rien cacher. Il connaissait déjà une partie de l'histoire et a agi immédiatement. Pendant ce temps, j'ai passé la nuit en cellule. Carolina ne cessait de passer devant les barreaux, lâchant des blagues, parlant fort pour dire qu'on allait m'envoyer dans une vraie cellule. Elle disait que j'avais déjà tout perdu, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que celle qui avait tout perdu, c'était elle. Le lendemain matin, mon avocat est arrivé avec une copie de l'enregistrement. Il l'a présentée au procureur et à l'inspection générale. La vidéo était nette, sans interruption. On y voyait tout, le moment exact où Carolina sortait le paquet de son uniforme, quand elle le plaçait dans le coffre, et son sourire pendant qu'elle s'éloignait. J'ai été libéré avant midi, et à partir de là, un scandale a éclaté bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. D'abord, ils ont confirmé que ce qu'on avait placé dans ma voiture provenait d'une saisie réalisée plusieurs mois auparavant.
Cette substance aurait dû être conservée dans le dépôt de preuves. Cette coïncidence a alerté le procureur et une agence fédérale. L'enquête a avancé très vite. Ils ont découvert que le paquet avait été retiré sans autorisation. Le nom enregistré dans le système? Gomez. Mais ce n'était que le début. Au cours de l'audit, ils ont découvert que ce n'était pas la première fois. Plusieurs preuves avaient disparu ces derniers mois, petites quantités de drogue, de l'argent, et même des pièces de véhicules liées à des enquêtes encore ouvertes. Tout pointait vers la même chose, un réseau interne de falsification et de manipulation de preuves. Et au centre de ce réseau, Carolina et Gomez. J'ai porté plainte officiellement pour harcèlement, abus d'autorité et préjudice psychologique. Mais mon avocat est allé plus loin, nous avons aussi poursuivi l'institution pour négligence et pour avoir permis que le pouvoir soit utilisé à des fins de vengeance personnelle. Au final, nous avons gagné. Carolina a été immédiatement radiée de la police. Interdite d'exercer toute fonction publique à vie. Et quelques semaines plus tard, elle a été condamnée à 10 ans de prison. Gomez aussi a été condamné 8 ans. D'après ce que mon avocat m'a expliqué, leur plus grosse erreur a été d'avoir utilisé précisément ce paquet-là pour me piéger. S'ils avaient planté quelque chose de plus anodin, peut-être que l'affaire ne serait jamais allée aussi loin. Mais cette substance était liée à une opération fédérale. Jamais ils n'auraient imaginé que leur simple tentative de vengeance contre un ex allait leur coûter leur propre liberté. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire m'a laissé sans voix. Le fait que quelqu'un puisse utiliser sa fonction publique et une arme simplement pour se venger, c'est terrifiant. Heureusement, cette fois, la vérité a été révélée. Mais une question reste, combien de personnes n'ont pas de preuves, pas de caméras, et finissent par payer pour des crimes qu'elles n'ont jamais commis? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans une situation pareille. Auriez-vous gardé votre sang-froid? Auriez-vous eu le courage d'affronter quelqu'un avec autant de pouvoir? Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. À très bientôt.